Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À travers. Et cet après-midi, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personnalité qui, par sa voix et par sa plume, s'engage pour le changement de sa communauté. Il faut dire en passant qu'il a la voix pour animer. On dirait que sa voix est faite pour animer. Et sans flatterie, il a pu tracer sa voie par cette voix remarquable que plus d'un connaisse. Il s'agit de Sonny Lamar Joseph. Bienvenue sur le plateau de l'émission À travers. Merci Naïma, merci pour le privilège et l'honneur que tu me fais à moi de prendre part à ce show et je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices du À travers. Et ce sera vraiment un plaisir pour moi de partager avec toi et dans le cadre de ce show que j'estime très prisé. Je crois qu'on va passer un très bon moment. Oui. Mais disons qu'on a l'habitude de remonter le temps avec nos invités sur ce plateau. Remontant en ce sens le temps de votre enfance, comment l'avez-vous vécu? Alors merci Naïma pour cette question qui va me permettre de remonter un petit peu le temps et permettre aux gens de regarder plus de 40 ans de cela. C'est cet invité qu'on connaît aujourd'hui comme maître de cérémonie, comme communicologue, écrivain ou homme de radio. Et je préciserai rapidement que je suis le fils aîné d'une femme qui m'a porté lorsqu'elle avait 16 ans. Et ma maman vivait chez ses parents, selon ce qu'on m'a rapporté comme histoire. Et puis elle a été abordée par un homme, mon père, qui lui était beaucoup plus âgé qu'elle. Et elle a dû laisser la maison pendant un certain temps, puisque mes grands-parents, si je prends ma grand-mère, c'était quand même pas quelqu'un qui savait lire, et avec sa fille qui devait porter un enfant, donc ma maman n'avait pas d'autre choix que laisser la maison. Donc maintenant, elle a été vivre seule avec mon père dans une maison, mais je dois préciser que mon père avait plusieurs femmes. Donc maintenant, par moment, elle savait venir à la maison et certaines fois laisser ma maman seule. Et j'ai vécu une enfance pas trop facile et peut-être là, je dirais rapidement que ça m'a édifié un petit peu et m'a permis de comprendre mieux la réalité, de comprendre mieux les gens, de comprendre mieux la misère, la souffrance qu'endurent les gens. Et ma maman devait vivre dans une maison, une petite pièce. J'ai encore à l'esprit ces souvenirs de cette femme qui avait à peu près la vingtaine et qui avait un autre enfant, mon petit frère, et qui est venu 3 ans après moi. On vivait dans une seule chambre et j'ai à l'esprit ce petit couloir amortissant où on devait franchir pour entrer à cette maison-là, à cette petite pièce exiguë, si je peux le dire ainsi, qui contenait ce lit que j'ai encore à l'esprit. J'avais entre 6 et 8 ans et ce lit qui était là et séparé avec un petit espace où ma maman devait placer sa vaisselle et ses trucs, etc. J'ai encore à l'esprit c'est ce moment où lorsque papa devait rentrer à la maison, parce que je l'ai dit, elle n'avait pas que ma maman, lorsqu'elle devait passer à la maison et qu'il devait dormir, j'ai encore à l'esprit ce que les adultes font le soir. J'entends des bruits et tout. Donc maintenant, cet homme, en fait, c'est toujours difficile de raconter cette histoire parce que ça me met en situation de parler un petit peu de ce qui me brise toujours le cœur, parce que quand je regarde aujourd'hui des gens qui vivent dans cette situation, je me dis, je suis peut-être un homme chanceux, parce que je sais qu'ils sont légion, les enfants qui grandissent à Martissan ou à Grand Ravine et d'autres coins et qui aujourd'hui sont utilisés comme des criminels ou qui font du tort à la population, mais peut-être je suis ce que je suis aujourd'hui. Et c'était quand même pas facile. Maintenant, si je dois laisser cette partie de mon enfance, ma maman devait laisser cette petite pièce amortissant, puisque ça n'allait pas entre elle et mon père. Elle devait laisser et fuir la maison avec moi et mon petit frère.
et pour aller se rendre à une autre maison à Bizoton. J'étais petit, 8 ans, 6-8 ans, mais j'ai quand même à l'esprit des souvenirs. Et voilà pourquoi j'aime les psychologues qui disent souvent, donnez-moi les 6 premières années de l'enfant, je vous dirai ce qu'il sera. Parce que moins 6 ans, j'avais quand même, je pouvais comprendre les choses. Et là encore, j'ai les souvenirs à l'esprit. Ma maman devait laisser parce que mon père, en fait, avec mon père, et ça n'allait pas trop bien. Et pour aller s'installer à Bizoton, une autre maison de 2 pièces cette fois. Mais elle fuyait mon père. Mon père ne savait pas où on allait. D'ailleurs, elle a été se placer quelque part et c'est à cette maison-là qu'elle commençait à faire un peu de business. Elle avait une boutique, elle travaillait à Habitation de Leclerc. J'ai encore à l'esprit ces souvenirs. Elle nous laissait à la maison avec quelqu'un d'autre pour aller travailler. Mais ce qui est dur, c'est que lorsque j'allais avoir 10 ans, on revenait des vacances, du sud-est à Bénin particulièrement, et on a eu un accident, et ma maman est morte à ce moment-là. C'était en 83. Donc j'ai perdu ma mère en 83, j'allais avoir 10 ans, et le hic de l'histoire, mais 10 ans, c'est quand même un enfant. Donc je n'étais pas avec mon père, comme je te l'ai dit, ma maman avait dû laisser la maison, et je n'étais pas avec mon père. Maintenant, les parents, côté maternel, devaient décider ce qu'on devait faire des enfants de ma maman. Puisqu'elle avait moi, mon petit frère et puis une petite sœur d'un autre homme. Maintenant, on devait se décider. J'étais témoin de ces discussions entre mes parents maternels, les frères et sœurs de ma maman pour dire mais définitivement on doit trouver le père de ces enfants-là parce que là on ne pourra pas les prendre en charge et tout et tout. Et voilà que moi je ne vivais pas avec mon père, donc c'est toute une crise dans ma petite tête avec qui est-ce que je vais vivre. Mais ma maman, en fait, était, je dirais, l'enfant chéri de ma grand-mère. Et c'est peut-être là j'ai une reconnaissance sans prix vis-à-vis de ma grand-mère. Et c'est vrai que ces enfants pensaient que je devais, mon petit frère et moi, aller vivre avec mon père et nous laisser peut-être aux soins de mon père, etc. Mais ma grand-mère se disait non, ils vont rester avec moi. Et c'est quelqu'un qui ne savait pas lire, mais c'est quelqu'un qui m'a pris en charge contre la volonté de ces enfants qui ne le voulaient pas. Et elle nous a élevés, etc. Et j'ai appris avec ma grand-mère le goût du travail. Je commençais à l'apprendre avec ma mère parce que à l'âge de 8 ans, je savais voir ma maman travailler, se battre pour prendre soin de nous, etc. D'ailleurs, je lui ai rendu un hommage assez mérité dans Mes secrets pour une vie riche et épanouie. Je parle d'elle dans cet ouvrage-là et ma grand-mère aussi parce que j'ai pu apprendre le goût du travail, l'importance du travail à partir des sacrifices de ma maman, et tout jeune que j'étais. Et encore, cette envie ou cette passion pour le travail, ma grand-mère me l'a transféré après. Parce que là, je suis quelqu'un qui, j'ai vécu, je dirais, dans des situations compliquées pour beaucoup de personnes parce que je n'ai pas eu accès aux loisirs comme d'autres enfants. Parce que lorsque je revenais de l'école, j'habitais pas à la même maison que ma grand-mère et j'habitais avec une tante et un oncle. Et quand je revenais de l'école, j'étais au collège Paul Hetzer, je devais passer après les cours, après l'école, à la petite boutique de ma grand-mère pour l'aider. Parce que c'était ça la condition. Ma grand-mère me disait tout le temps, la vie ne fait pas de cadeaux. Et je me sacrifie pour payer ta scolarité. Mais il faut venir m'aider après l'école. Maintenant, c'était comme une habitude. Après l'école, je devais retrouver ma grand-mère pour aller travailler. J'ai encore à l'esprit ces paquets de fables que je devais un petit peu préparer, etc. Ces paquets de sucre et tout. J'ai encore à l'esprit, je devais aussi être là pour aider ma grand-mère à vendre. Là encore, c'est pour te dire que lorsque les autres enfants pouvaient jouer, ils pouvaient s'amuser, mais moi, je devais rester là à aider ma grand-mère parce que justement, c'est elle qui devait prendre en charge ma scolarité. Donc, c'est un petit peu ça mon histoire. Mon enfance, c'était pas trop facile puisque là où je grandis, ça ne m'arrivait pas souvent de jouer au cache-cache comme les autres enfants. Peut-être c'est un manque que j'ai parce que je n'ai pas vécu véritablement mon enfance comme je le devais. Et puisque ma passion a été toujours le livre ou les livres et lire.
À chaque fois, et j'étais un petit peu très réservé dans le temps, et je dois le préciser, réservé, je n'avais pas beaucoup d'amis, je ne me donnais pas à tous, et j'étais un petit peu réservé parce que mon histoire, j'étais un peu inquiet quant à l'avenir. Je me disais comment est-ce que je vais vivre, surtout qu'avec les parents côté maman, et j'étais pas trop en sécurité. Je me demandais, mais je ne connais pas mon père réellement. C'est vrai que je savais le voir venir à la maison, mais ce n'est pas quelqu'un que je connaissais trop bien. Et j'avais un peu d'inquiétude quant à mon avenir. Et je me disais que tout petit que j'étais, que je n'avais pas d'autre choix que de me consacrer au livre, que de consacrer de l'importance à mes études. Et voilà pourquoi je suis un passionné des livres, je lis beaucoup. Et je me réserve un petit peu de, bon, en fait, pas de loisirs vraiment, là où j'ai vécu, dans ce quartier où j'ai vécu, lorsque les enfants jouaient eux, mais j'étais à la maison. Et les gens qui me connaissent le savent très bien, Sony n'a pas été toujours quelqu'un qui fréquentait les gens, qui devait se rendre chez les gens, etc. Mais j'étais resté à la maison parce que je craignais un petit peu, je me souciais de mon avenir, je me souciais de plein de choses. Et là, je restais là à me préparer. Voilà pourquoi j'encourage souvent, et lorsque j'ai la... En fait, moi, j'ai eu l'occasion pour me dire, il y a un paquet de monde peut-être captant de haut, et un paquet de petits monde qui dans cette situation, ça, un paquet de jeunes tout qui passaient dans le chemin, ça va passer. Mais nous sommes capables de dire, certainement, c'est vrai, beaucoup de monter sommet, mais quand même nous sommes capables de ou sous bon chemin. Donc, comment tout ça au vivre, nous aujourd'hui, comment construction ça, il fait, y est dans niveau lié aujourd'hui. Alors, je dirais rapidement que l'explication que je pourrais avancer, c'est je me croyais, en dépit du fait que c'était difficile, je ne me voyais jamais comme un désespéré, comme un cas perdu. C'est important. Je pensais que demain devait être mieux. Oui. Je me le disais à chaque fois, j'avais cette ferme assurance que demain devait être mieux. C'est vrai que j'ai vécu à Martissant tout jeune, et avec ses voisins qui disaient des trucs bizarres, puis surtout que c'était un quartier populaire, et avec des gens pas trop formés, comme je l'ai dit, vivre avec sa maman dans une pièce, et dans cette pièce-là, il y avait son lit. Lorsque mon père n'était pas là, je dormais avec elle, mais lorsque mon père est à la maison, ben c'est par terre que je m'allongeais. Donc maintenant, j'ai tout ça à l'esprit, et j'avais cette ferme assurance que demain devait être mieux. Comment est-ce que peut-être là, j'ai pu avoir cette conviction, et je ne sais pas trop, mais j'avais cette impression ou cette garantie que je n'allais pas passer toute ma vie à végéter, à connaître les mauvais moments, à être méprisé, ne pas avoir d'espoir, etc. Donc, et ça, c'était quand même ma garantie. J'étais motivé, et voilà pourquoi aujourd'hui, j'insiste auprès des enfants, auprès des jeunes, pour leur dire que si la situation est difficile, cet homme que vous voyez aujourd'hui, que vous admirez, que vous prenez comme mentor, etc., qui vous influence, j'ai eu une enfance compliquée. Et lorsque les gens me regardent, peut-être me disent, mais je n'aurais jamais cru que tu étais parmi ces gens-là, que tu étais du nombre de ces gens qui souffraient, que tu étais du nombre de ces gens qui peut-être n'avaient pas d'espérance, etc. Et c'est ça. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette souffrance, ces moments difficiles que j'ai vécus m'ont en principe édifié, m'ont renforcé, et m'ont permis de comprendre que... Il y en a d'autres qui ont brisé. Justement, il y en a d'autres qui sont brisés. Justement. Et qu'il faut être ce représentant, ce catalyseur, ce motivateur, pour leur dire que si peut-être moi j'ai vécu cette situation, et là, il y en a peut-être des gens, il y a des gens que je connais qui ne connaissent pas ce que j'ai moi personnellement vécu. Et je suis toujours prêt à leur dire que si c'était possible pour moi de tirer mon épingle du jeu, c'est aussi possible pour vous comme personne. Donc ne désespérez pas et croyez que c'est possible à accorder du temps aux études, etc. Et beaucoup de sacrifices pour vos études, parce que c'est vrai, généralement, nous de la classe moyenne, de cette classe méprisée, nos parents ne nous laisseront pas de biens, d'héritage, des terres, etc. C'est à nous de travailler. Mais c'est à nous de travailler. Maintenant, c'est ce que nous avons dans notre petite tête qui nous permettra de frayer la voie
Et c'est ce que j'essaie à chaque fois de dire aux gens. Donc, ne méprisez pas l'école, accordez de l'importance à l'école, et c'est sûr que demain sera meilleur. Donc ça, c'est le discours, le message que je transmets aux jeunes qui désespèrent et qui pensent que là où je vis, c'est quand même fini parce que je ne suis pas comme un tel qui a eu à fréquenter une école extraordinaire, qui a eu peut-être des relations ou des contacts extraordinaires. Je leur dis, mais non, d'où vous venez ne définit pas votre avenir. Et c'est à vous de vous arranger pour dire, ben, si aujourd'hui je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, pour que la situation ne soit pas pareille demain. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes. D'ailleurs, lorsque je suis en situation de présenter des conférences pour des jeunes qui sont désespérés, je leur dis, et qui critiquent souvent leurs parents, je leur dis souvent que ce n'est pas la peine de passer du temps à critiquer vos parents, parce que peut-être ils n'ont pas pu vous envoyer à une école extraordinaire, une école de classe, etc. Parce qu'il y a des enfants qui s'en prennent souvent à leurs parents, et qui disent, si je ne suis peut-être pas cette personne-là ou ce spécialiste-là, cette personne qui fait du succès, c'est parce que toi, maman, tu n'as pas été à la hauteur pour prendre soin de moi. Ce que je dis souvent aux jeunes, ce n'est pas en critiquant maman ou en critiquant papa de n'avoir pas fait ci ou ça, 10, 15, 20 ans de cela, que la situation va changer. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Puisque je suis conscient que peut-être 15, 20 ans de cela, je n'ai pas eu ce qu'il fallait, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire? Je peux poser comme action pour que 10, 15, 20 ans qui viendront ne soient pas pareils aujourd'hui. Et c'est ça que chacun doit peut-être se mettre à l'esprit. C'est vrai que les années passées n'ont pas été ce qu'on voulait, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur? Et c'est cette perspective-là que l'on doit avoir et cette motivation que les gens doivent avoir pour qu'on ne reste pas là à se plaindre à chaque fois. Je connais des gens qui se plaignent, à se lamenter régulièrement. Mais on doit juste se dire, puisque je suis conscient aujourd'hui, peut-être 5-10 ans de cela, je n'étais pas conscient, je ne pouvais pas agir, je ne pouvais pas prendre de décision. Ma maman peut-être n'avait pas les moyens ou elle n'avait pas peut-être la volonté, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est à moi de décider comment seront mes 10, 15, 20 ans qui viendront. Et c'est à chacun de prendre la décision, la ferme décision d'agir aujourd'hui sans procrastiner. Et pour améliorer demain. J'aime bien ça. Et Sonny est marié. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, père de 3 enfants, une fille et 2 garçons, et une fille de 16 ans, et un garçon de 13 ans et un autre de 10 ans. Intéressant. Et par rapport au parcours professionnel, et comme vous dites, ça a été vraiment difficile, et maintenant, dans un pays difficile, une famille difficile, accéder à l'enseignement supérieur. Comment ça a été? Si je fais référence à cette question d'université, le parcours universitaire, je préciserai que d'abord, ce n'était pas facile à l'école classique. Ma grand-mère n'avait pas les moyens à chaque fois pour payer. On me renvoyait comme beaucoup d'enfants, etc. Mais j'ai pu boucler puisque ma détermination justement était faite. Je devais réussir. Mais après mes études classiques, ce n'était pas évident parce que si à l'école classique c'était difficile, donc le parcours universitaire, c'était quand même pas garanti si moi je ne m'arrangeais pas pour accéder à l'université de l'État d'Haïti. Puisque mes parents n'avaient pas les moyens, ma grand-mère particulièrement n'allait pas pouvoir payer l'université, une université privée, une faculté privée pour moi. J'ai pu accéder à la faculté des sciences humaines, mais je dois quand même saluer l'un des pasteurs de mon église. J'étais jeune, encore à l'école classique, qui voyait en moi un communicateur. Je savais prendre part à des études, à des rencontres de formation au niveau de l'église. Et je me rappelle une fois, il y avait un travail que l'un des pasteurs a donné lors d'une étude biblique. On devait aller étudier un texte et le présenter la semaine d'après. J'étais du nombre de ces gens-là qui avaient cette responsabilité de venir présenter le texte. On étudie le texte et on présente, on explique. Après cet exercice, le pasteur m'a dit, après tes études classiques, tu dois aller à la faculté des sciences humaines. Je ne savais rien du tout de la faculté des sciences humaines. Il avait juste, justement. Il m'a dit, tu as vraiment du talent pour être un communicateur. Je t'encourage. Lui, il était pasteur, etc. Il avait un penchant aussi pour la communication. D'ailleurs, c'était l'un de mes modèles. Il m'a encouragé. Et puis après mes études classiques, effectivement, j'ai été m'inscrire à la FACH et où j'ai étudié pendant 4 ans. C'était en 95. Et j'ai aussi étudié le droit. Ce n'est pas bouclé. J'ai fermé le dossier.
J'ai étudié la communication, j'ai étudié le droit avec d'autres séminaires que j'ai pu suivre pour parfaire ma connaissance. Et j'ai travaillé pendant un certain temps, disons que j'ai commencé à travailler, à faire de la radio professionnellement en 97. J'étais en deuxième année à la fac. Et quand j'ai commencé à faire de la radio, c'est quelqu'un, je dois raconter cette histoire pour les téléspectateurs de à travers. Et c'est à mon église que le directeur de programmation de cette station de radio, la Radio Lumière, il était en visite au niveau des associations de jeunesse pour identifier des jeunes talents pour les émissions estivales qui devaient commencer. Et puis là, il a été à mon église, c'est moi qui animais ce jour-là. Il a été avec un ami qui était l'un des maestros de l'église. Et après, le maestro est venu me dire, le directeur de programmation voudrait te rencontrer. Est-ce que tu n'es pas intéressé à faire de la radio? Aucun problème, j'étais en deuxième année à la faculté des sciences humaines. J'ai dit aucun problème. Et puis là, il m'a fait appeler, je l'ai rencontré à son bureau. Il m'a dit, j'ai été à cette rencontre, tout comme je l'ai été à d'autres. Et ta présentation m'a impressionné, je suis intéressé. Est-ce que tu te voudrais faire un stage à la Radio Lumière? Et c'est pour dire que je n'ai pas été personnellement, je ne me suis pas rendu personnellement à la Radio Lumière pour chercher à travailler. Quelqu'un est venu et m'a identifié et m'a proposé de venir. Voilà, justement, et m'a invité à venir. Ton talent a fait le chemin. Justement, voilà comment mon histoire dans le domaine de la radiodiffusion a commencé. Donc c'est quelqu'un qui m'a identifié quelque part et qui a vu en moi que j'avais du talent et qui m'a appelé. Et puis depuis 97, je suis à la Radio Lumière, dans un premier temps comme juste présentateur d'émissions estivales. Et puis après, le stage, on m'a dit que je devais quand même travailler à la salle des nouvelles. J'ai eu un parcours au niveau de la salle des nouvelles comme présentateur, rédacteur. Et j'étais responsable pendant un certain moment du journal français de la radio, aux côtés de Marc-Caroline Michel. Et après alors ça c'est pour mon parcours au niveau de la radio, j'étais devenu le responsable de production, assistant directeur de programmation et puis directeur de programmation de la radio et que je devais laisser en 2008 puisque je devais aller travailler à Compassion Internationale comme responsable de communication. Maintenant, j'ai laissé, c'était quand même pas la volonté des responsables au niveau de la radio. Ils ne voulaient pas me perdre. Et voilà pourquoi, et là je le dis pour la petite histoire. Je dois le préciser pour la petite histoire, puisque les responsables de la radio n'étaient pas d'avis que je laisse. Et aussi, j'étais un petit peu tiraillé entre Compassion Internationale et la Radio Lumière. Je me disais, est-ce que je devais laisser pour aller travailler à Compassion lorsqu'on m'a appelé à Compassion pour me dire que j'ai été retenu pour le poste, etc. J'étais un petit peu indécis. Et le directeur de Compassion qui, lui, me suivait de très près à la radio. D'ailleurs, c'est de là qu'il m'a identifié. On m'a fait appeler pour venir passer le test, etc. parce qu'on voulait avoir quelqu'un pour être responsable des relations publiques. Et puis là, le directeur m'a dit, je sens que tu as un peu de réticence pour laisser la radio. On va s'entendre. Tu vas continuer à travailler à la radio le lundi matin et tu présentes toujours ton émission parce que je présentais Haïti Plus sur la radio. Il me dit, OK, spécialement, on te laisse travailler le lundi matin à la radio et puis après, tu montes au bureau. Voilà pourquoi je reste encore, et là pour celles et ceux qui écoutent, qui regardent ce show, je travaille à temps plein à Compassion Internationale, mais je travaille aussi au niveau de la radio. Comme je devais laisser en 2008, on m'a offert à la radio le poste de consultant au niveau de la programmation, poste que j'occupe encore jusqu'à aujourd'hui, en dehors des émissions que je présente, que ce soit Vibration ou Haïti Plus que je présente. Donc c'est ça. En dehors de cet aspect lié à la radiodiffusion, j'enseigne aussi. Je suis prof de marketing, prof de communication et j'ai fondé avec quelques amis le CFOPCOM qui n'est plus malheureusement puisque deux confrères et avait dû laisser le pays, que ce soit Godex Luberis ou Daniel Eliasset qui vit au Canada, lui. J'étais resté seul, mais avec mes responsabilités, mes tâches, et on a dû fermer l'école. Mais vraiment, on a pu former des jeunes qui se sont fait remarquer au niveau des médias et tout. Donc c'est ça. Et puis le métier d'écriture qui est venu après. Voilà, on va voir cet aspect. Sonny Lamar-Joseph avec son chapeau d'écrivain de la deuxième partie de l'émission. Après quelques poussières de secondes, on vous revient.
Merci de rester fidèle à la télévision Pacifique. Comme nous l'avions dit dès le début, nous recevons une personnalité qui, par sa plume et sa voix, s'engage pour l'épanouissement de sa communauté. Il s'agit de Sonny Lamar Joseph et dans cette deuxième partie, nous allons voir cette personnalité avec son chapeau d'écrivain. Monsieur Joseph, comment avez-vous commencé en tant qu'écrivain? Okay. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce domaine? S'il y a un élément qui me sert d'appui à chaque fois que j'utilise pour encourager les jeunes, c'est être en mesure d'avoir ce flair pour saisir les opportunités. Oui, c'est vrai. Souvent, on a plein d'opportunités autour de nous, mais parce qu'on a les yeux fermés, on voit le verre à moitié vide, et puis là, on a du mal à voir qu'il y a des occasions à saisir. Et je dois préciser que c'est en fonction de cette appréciation que je savais recevoir de mes auditeurs à la radio qu'est venue l'envie d'écrire. J'ai toujours cru que à partir des réflexions, des notes, des messages reçus de mes auditrices et auditeurs, que j'avais du talent au niveau de la communication, qu'au moins je pouvais influencer des gens français. Et surtout en Haïti, on vit dans un pays francophone et les gens aiment beaucoup les gens qui parlent le français. C'est vrai. Et puis on m'encourageait à chaque fois. Et puis je me disais, mais pourquoi est-ce que, puisqu'on m'encourageait, on me félicitait pour ma voix, pour ma façon de parler la langue française, et je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'offre pas? Puisque la radio, quelque part, ne payait pas comme il fallait, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, d'ailleurs, la radio, en principe, ne nourrit pas son homme. On peut le dire. Et maintenant, l'idée m'est venue, et à partir de ces réflexions, de ces mots d'encouragement, je me disais, mais puisque les gens aiment quand je présente une émission, quand je parle le français, pourquoi ne pas présenter un livre audio? Parce que je savais commander des livres qui venaient de l'Europe, mais c'était des livres audio, en version audio. Voilà pourquoi ma première production a été entre l'orateur et l'auditoire. C'était un livre audio. Et je parlais de la communication, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens, entre l'orateur et l'auditoire, comment est-ce que quelqu'un qui se tient par devant un public peut influencer, avoir des résultats, etc. Et j'ai présenté ce livre-là. Des gens disaient, mais pourquoi est-ce que tu ne présentes pas un livre écrit en version imprimée? Je me disais, ce sera beaucoup plus rentable pour moi si c'est la version audio, parce que les jeunes vont avoir envie d'avoir ce CD-là pour entendre Sonny et parler de communication, etc. Voilà, ma première expérience, c'était ça, entre l'orateur et l'auditoire. Maintenant, je salue un mentee que j'ai, c'est Louis Meyer, quelqu'un que j'ai influencé, qui m'a encouragé pendant un certain temps pour me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne présentes pas, tu ne vas pas à Livre en folie avec entre l'orateur et l'auditoire? Et ça, je me suis dit, mais mon livre, je vends mon livre comme il faut, pourquoi aller à Livre en folie? Mais lui, il voyait beaucoup plus loin que moi. Il me disait, oui, c'est vrai, mais c'est quand même une belle plateforme, Livre en folie. Les gens vont te voir et tu vas présenter ton produit. Et puis je me suis dit, ok, ça ne va rien me coûter d'aller à Livre en folie. Et puis j'ai présenté mon ouvrage, j'ai eu des difficultés. Là encore, c'est pour dire aux gens, ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on pourra peut-être réaliser sans difficulté. Il y a toujours des difficultés et ce sont ces difficultés qui fortifient, qui édifient. Quand je devais présenter, on m'a dit, mais non, Livre en folie, c'est une activité pour des livres en version imprimée. Et votre livre, c'est un livre audio, on n'a pas l'habitude, on ne va pas recevoir. Je dis, mais je reçois tout le temps, j'achète mes livres de la France, etc. C'est des livres en version audio qu'on m'envoie par email, etc. Mais ça existe ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter? On m'a renvoyé vers Franz Duval, qui était en principe, qui est encore le principal organisateur. Puis j'ai été le voir pour lui dire, mais voilà, que je voudrais participer à Livre en folie. On me dit que ce n'est pas possible parce que c'est un livre audio. Et puis après beaucoup de discussions, puis j'ai pu convaincre Franz Duval qui avait accepté ma participation. C'est pour dire qu'à Livre en folie, je fus le premier à présenter un livre audio. Je fus le premier auteur à présenter un livre audio à cette activité de livre en Haïti. Donc ça a commencé, l'aventure a commencé comme ça, l'admiration, l'appréciation, etc. Et puis je me suis dit, mais je dois continuer puisque justement, il y a des gens qui apprécient. Avec l'appréciation des gens, je continue à produire d'autres livres. Comme j'ai un penchant pour le développement, je suis vraiment, je peux dire, très...
j'ai une passion, très passionné pour le développement. Et comme j'évolue au niveau de l'Église, mes expériences en tant que communicateur et homme de radio et mes relations avec les leaders d'Église m'ont porté à rédiger notre Église et le sous-développement. Et là, encore, best-seller à livre en folie. Et cet ouvrage aussi qui est d'ailleurs au niveau de plein d'universités nord-américaines et autres, ça m'avait grandement surpris lorsque j'ai pu découvrir que cet ouvrage se trouvait à la bibliothèque de Harvard University. Quand je l'ai posté, j'ai rencontré, en fait, il y a des gens, et je salue Ed Lozama, qui fut l'un de ces journalistes, présentateurs qui m'avait reçu à son show et sur la radio nationale. Il était tellement surpris pour dire, voilà, un Haïtien qui a son livre à Harvard, et j'ai fait le post, puisque ce n'était pas seulement Harvard University. Et puis, il y avait d'autres qui me disaient, mais est-ce que le livre est traduit en anglais? J'ai dit, non, c'est en version, c'est en français, et que ça se trouve là-bas. Maintenant, on m'a reçu, et puis tout ce succès que j'ai pu connaître m'a porté à continuer à écrire. J'ai écrit communication, passage obligé, communiquer avec passion. J'ai rédigé au bout du tunnel, les questions-réponses du trou aux résultats réjouissants, et j'ai présenté mes expériences 2 ans de cela à travers cet ouvrage, Mes secrets pour une vie riche et épanouie, qui fut d'ailleurs best-seller à livre en folie. D'ailleurs, la majorité de mes titres, en principe, mes titres généralement sont des best-sellers à livre en folie. Maintenant, c'est ça, mais je dois dire, j'écris parce que c'est quand même un moyen d'influencer les gens. Oui. J'écris parce que c'est un moyen d'inspirer, de porter d'autres à espérer. En dehors des formations que je présente, des séminaires que j'anime, des émissions que je présente à la radio, etc., j'ai pu réaliser que l'écriture, c'est aussi un autre moyen. À travers, justement, c'est un autre moyen d'influencer, de faire espérer d'autres. Parce que là, et tu vois, Naïma, ça m'arrive de recevoir plein de messages encourageants de mes lectrices et lecteurs, et pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Et j'ai reçu un message sur Facebook que j'ai copié et partagé. C'est quelqu'un, c'est une professionnelle au niveau de l'éducation qui m'a ouvertement, publiquement, fait savoir comment est-ce que mes écrits l'influencent et si elle peut tenir le coup jusqu'à présent et ne pas abandonner. C'est justement parce qu'il y a quelqu'un comme moi qui lui dit à chaque fois, à travers mes écrits, il faut tenir le coup, il faut identifier les opportunités, il faut marquer son temps, parce qu'on est là pour briller, on est né pour briller. Donc, ces éléments, ces réactions de la part de mes lectrices et lecteurs me portent donc à continuer à écrire. Et c'est comme une passion que j'observe. Et le dernier livre en date, effectivement, c'est un ouvrage que je rédige après des temps d'observation et des gens qui désespèrent. Surtout, on vit dans un contexte où les choses ne vont pas bien. En Haïti particulièrement, c'est vrai qu'ailleurs c'est aussi la même chose. Mais en Haïti, c'est difficile. Les gens pensent que c'est pas possible de réussir. Les gens pensent que c'est peut-être là, il faut attendre une occasion pour laisser Haïti, aller vivre ailleurs. Et à travers ce nouvel ouvrage que je présente, je veux aider les gens à comprendre qu'il ne faut pas abandonner. Debout jusqu'au bout, c'est le titre du nouvel ouvrage qui sera en signature le 24, le jour de mon anniversaire. Intéressant. Et Debout jusqu'au bout, le mental du champion, c'est permettre aux gens de réaliser que souvent, abandonner n'est pas toujours le meilleur choix. Oui. On aura toujours à faire face à des situations difficiles. Et d'ailleurs, ma grand-mère me l'a appris, la vie ne fait pas de cadeaux. Et tout ce qu'on doit acquérir, on doit justement l'acquérir au prix de sacrifices. Et les sacrifices consentis, ce ne sont pas toujours des sacrifices réjouissants. Et parce que là, il y a quand même des temps de désespoir. On sent que peut-être c'est fini. On sent peut-être que là, on ne va pas réussir. On sent que peut-être là, mais est-ce que je ne perds pas mon temps? Ces gens qui sont autour de moi, qui me découragent, qui me portent à perdre espoir. Est-ce que c'est possible de tenir le coup? Maintenant, à travers cet ouvrage, Debout jusqu'au bout, le mental du champion, j'essaie de faire comprendre aux gens que ce n'est pas le fait d'abandonner lorsque c'est dur qui va nous permettre d'avancer. Mais c'est juste se dire que c'est vrai que ça peut être dur, mais je dois continuellement avancer. Je dois continuellement me dire qu'est-ce que j'ai comme moyen pour contourner ce que j'ai en face de moi comme difficulté. J'essaie à travers cet ouvrage de faire comprendre aux gens que les difficultés effectivement viendront, mais seuls celles et ceux qui savent comment faire face aux difficultés pourront sortir, pourront
impacté et influencé. Je suis un exemple. Je n'ai pas eu personnellement, d'ailleurs, j'ai présenté un petit peu mon histoire, mon enfance. Je n'ai pas eu de piston pour entrer à l'université. J'ai pu personnellement le faire. J'ai rencontré des difficultés pour avancer et je me disais tout le temps que les difficultés sont là pour m'aider à grandir. Et j'ai pu grandir effectivement. Et je peux facilement aujourd'hui partager avec des gens qui désespèrent pour leur dire si tu vis ce que tu vis, sache que moi personnellement j'ai vécu pire que toi. C'était beaucoup plus difficile pour moi, mais j'ai pu tenir parce que je croyais que demain devait être meilleur. Et je suis dans cette course-là vers l'amélioration en continu des situations, des circonstances, etc. Et porter d'autres aussi à l'admettre et à poser des actions dans cette perspective de changement de leurs conditions. Donc maintenant, Debout jusqu'au bout, le mental du champion et sera en signature au palais municipal de Delma le 24 août. Et j'attends celles et ceux, c'est de midi à 6 heures. Maintenant, il y a des artistes qui seront là et pour produire aussi. Et pour recevoir celles et ceux qui feront le déplacement, il y a vraiment une grande motivation jusqu'ici avec des gens qui sont impatients, qui veulent venir retirer leur ouvrage. Et à travers cet ouvrage, vraiment, et je l'ai dit dernièrement à un ami, on ne pourra pas lire cet ouvrage et rester la même personne après. Parce que justement, il y aura un déclic forcément et pour permettre à ces lectrices et lecteurs de réaliser que si peut-être le milieu dans lequel on vit nous porte au découragement, si les gens qui nous entourent ne nous inspirent pas, il n'y a pas mieux que de se dire peut-être que je n'ai pas choisi les bonnes personnes pour être dans mon entourage. Peut-être que je n'ai pas été trop patient pour accepter ce que je vis. Je vais voir comment est-ce qu'à travers cette lecture-là, après cette lecture, comment est-ce que je vais m'arranger pour moins impacter. Parce que je le crois du plus profond de mon être et j'ai pu faire cette découverte ça a quelques années et je l'ai présenté lors d'une conférence dernièrement sur une plateforme. Tu t'imagines que la science médicale précise que il faut 200 à 300 millions de spermatozoïdes dans un éjaculat. Il y a 200 à 300 millions de spermatozoïdes. Et dans le processus d'ovulation, de fécondation, c'est un seul qui arrive à rencontrer l'ovule et puis là, boum, l'embryon est fait ou l'œuf est créé, l'embryon est jusqu'à l'être humain. Et puis, je parle de cette histoire plusieurs, enfin, je peux dire plus d'une décennie de cela. Je me suis dit, mais si j'ai été ce grand gagnant sur 200, entre 200 et 300 millions, tu t'imagines, 200 et 300 millions de possibilités de naissance. Et j'ai été celui-là qui devait remporter la palme en battant à plate couture plus de 200 millions d'autres spermatozoïdes. Je suis un gagnant dès la naissance et nous sommes des gagnants dès la naissance. Et on devrait se le dire à chaque fois parce qu'on n'est pas juste venu sur Terre, et ça je le dis tout le temps, on n'est pas juste venu sur Terre pour manger, boire et partir, mais on est venu pour marquer son temps. Peut-être à travers la gestion, à travers ce qu'on fait comme journaliste, à travers ce qu'on fait comme professeur, à travers ce qu'on fait comme médecin, etc. Ce qu'on exerce, on doit pouvoir le faire juste avec cette passion-là, de marquer son temps, d'inspirer d'autres et d'aider d'autres à comprendre que je ne fais pas ce que je fais pour faire du snobisme, mais je fais ce que je fais parce que je crois qu'à travers ce que je fais, comme gestionnaire, comme professeur, comme écrivain, comme, je ne sais pas, peu importe ce qu'on fait, on le fait pour aider les autres à être mieux, pour aider le monde à devenir meilleur. Et je pense que c'est dans cette perspective que les gens doivent partir. À partir de cette perspective-là, pour se dire, ce que je fais là, puisque j'ai été dès ma conception un champion, je dois vivre ma vie en tant que champion. Si je travaille comme metteur en ondes, je travaille comme professionnel, je dois faire ce que je fais avec mon cœur et inspirer d'autres à faire bien. Le faire avec excellence, le faire avec passion, avec détermination, avec discipline et porter d'autres aussi à se servir de notre histoire pour se dire, si lui ou elle a pu le faire, moi aussi, je peux. Certainement. Et j'aimerais bien aborder un point assez noir, la situation sociopolitique, économique de notre pays, assez catastrophique. Et comme vous l'aviez dit dès le début, il y a des gens qui se disent, vaut mieux partir, il n'y a pas vraiment d'espoir.
Mais pendant ces quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je sais que vous êtes un leader d'église, d'autres jeunes vous suivent, même s'ils ne sont pas chrétiens. Je parle de quelqu'un qui est disciple de Christ. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui nous regardent là? Je dirais rapidement qu'il faut à chacun jouer sa part en vue du changement d'Haïti. Chacun. Il faut justement à chacun. Et c'est ce qui peut-être nous dérange, c'est ce qui bloque pour moi, à mon sens. Le pays va mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas leur partition. Et quand je le dis, je prends l'Église en exemple, puisque j'écris sur l'Église, sur la contribution ou la participation de l'Église dans cette situation difficile où nous nous trouvons. Parce qu'on a tellement pendant longtemps enseigné à l'Église que c'est le ciel qui est important, c'est pas la terre. Donc les citoyens, on a plein d'Haïtiens qui pensent que à quoi ça sert d'aller voter, à quoi ça sert de remplir son devoir de citoyen. Et puis ils pensent que peut-être là, c'est quelqu'un qui va venir changer le pays. On dit généralement que les chrétiens sont à plus de 50%. Oui, c'est ce qu'on dit. Tu t'imagines maintenant 50% de gens qui croient que c'est le ciel qui est peut-être leur focus. Et puis la terre ne leur dit rien du tout. Et comme ça, ils vivent, ils ne revendiquent pas comme il le faut, parce que là, mais c'est le ciel. Ils ne jouent pas leur partition. Maintenant, si on ne fait pas sa part, on ne peut pas espérer de changement. On vit dans un pays parce que justement, il y a des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, qui nous donnent ce que nous avons aujourd'hui comme dirigeants. Parce que justement, il y a des gens qui ont été un petit peu réservés, qui se disent « mais non, mais à quoi ça sert ce pays? Moi, j'attends de laisser Haïti pour aller en France. » Lorsqu'on a cet esprit-là, on ne peut pas s'attendre à un changement. On aura toujours des dirigeants corrompus, on aura toujours des gens qui n'assument pas leurs responsabilités parce que justement, ils ont en face d'eux des gens résignés et qui ne comprennent pas qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. En choisissant les dirigeants, je joue ma part. Justement. En acceptant par exemple de jouer mon rôle comme acteur au niveau de ma société, je joue ma part. Généralement, on dit qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les résignés qui restent là, qui ne font rien du tout. Il y a les accusateurs qui restent là à accuser, mais qui ne font pas grand-chose. Et puis, il y a les acteurs. Mais il y a très peu d'acteurs. Et c'est peut-être là le hic. On a beaucoup plus de résignés, des gens qui vivent, qui disent « maintenant, ce n'est pas moi qui vais changer le pays, ça a toujours été ainsi, je reste là, je vis ma vie ». Et puis, il y a les accusateurs qui restent là à dire « c'est lui qui est responsable, c'est maman qui n'a pas joué son rôle, c'est le député, c'est le président ». Et puis, lui, il ne joue pas sa part, il ne joue pas son rôle. Maintenant, je pense qu'on doit, pour que ça change aujourd'hui, il faut des gens conscients de leur part de responsabilité, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de leur communauté, au niveau des églises. Des gens qui se disent que pour que ça change, je dois commencer par jouer ma partition. Je dois commencer peut-être par m'organiser pour dire aux responsables que nous n'allons pas accepter cette situation. Il y a un auteur qui dit « Haïti a changé, les mois changés ». Ouais, certainement. Maintenant, il y a mon ancien prof de droit et c'est Henri d'Orléans. Justement, c'est Henri d'Orléans, c'est l'ouvrage toi-même et change ton pays. Oui, c'est un très bon ouvrage. Justement, maintenant, on a intérêt justement à y penser. Quand par exemple je prends des jeunes et qui rêvent, qui parlent de changement, etc. Et puis on leur dit, mais qu'est-ce que toi tu fais quand tu te réveilles? Oui. Qu'est-ce que tu fais de ta journée quand tu te réveilles? C'est comme si on disait, qui veut le changement? Tout le monde dit, ok, je veux le changement. Qui veut changer? Personne ne veut changer. Maintenant, justement, c'est ce qui arrive. On a beaucoup de jeunes qui ne font rien du tout. C'est vrai, comme je l'ai dit, chacun doit assumer sa responsabilité, que ce soit en désignant ou en choisissant les dirigeants, que ce soit en s'organisant pour porter les dirigeants à assumer leurs responsabilités, que ce soit en agissant comme acteur au niveau de sa communauté pour que les choses changent. Parce que souvent, on pense que Haïti, c'est le macro. On pense que le changement, c'est le président. Il a ses responsabilités, comme je viens de le dire. Je dois m'organiser pour que le président prenne ses responsabilités, assume ses responsabilités. Je dois m'organiser pour que, au niveau de ma communauté, le maire joue sa responsabilité. Mais je dois aussi m'arranger pour que je puisse jouer ma part au niveau de ma communauté. Que ce soit pour moi en termes de formation, est-ce que je prends au sérieux ma formation? Est-ce que peut-être je m'organise au niveau de ma communauté pour avoir des gens avec qui je m'arrange pour avoir des projets d'avenir, des projets ambitieux? Et avec qui est-ce que je fais route? Est-ce que peut-être les gens qui sont autour de moi, ce sont celles et ceux qui me découragent et qui me disent que tu n'iras plus, tu pourras pas réussir, ce ne sera pas possible? Ou bien est-ce que je m'organise pour avoir des gens positifs qui croient que c'est possible d'agir? Je pense que on est effectivement dans un carrefour on ne peut plus difficile lorsqu'on considère cette question de corruption, l'insécurité, etc., etc.
Mais je crois que si on organise, si on accepte de réaliser que ce pays est nôtre, et c'est à nous d'agir pour que les choses changent, je reste persuadé que demain sera meilleur. C'est sur cette bonne note qu'on met fin à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Tout l'honneur et le plaisir a été pour moi et Naïma. Merci encore une autre fois de l'occasion que tu m'as offerte de participer pour m'adresser à ces nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui ont suivi. Et j'espère qu'ils vont s'engager comme de véritables acteurs. Et celles et ceux qui ont été de résignés ou des accusateurs vont réaliser que pour que ça change, il faut des acteurs sur l'échiquier, pas que des figurants ou des spectateurs. Certainement. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que le parcours de M. Sonny Lamar Joseph vous a édifié. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.